France Info, 20h minuit, Noé da Silva. Le droit au roupillon, c'est très sérieux, ça existe. On en parle dans un instant à l'occasion des 3e journées de la sécurité routière au travail qui démarre demain avec Emmanuel Barbe, c'est le délégué interministériel à la sécurité routière. À 22h10, les infos avec vous, Lauriane Delanoë. Marine Le Pen se dit outrée sur France Info. Son parti va porter plainte pour diffamation après la diffusion d'un reportage d'Envoyé spécial il y a 2 jours. Reportage sur les liens du Rassemblement national avec Steve Bannon, l'ancien stratège de Donald Trump. Des parlementaires français demandent une commission d'enquête. Le président du Burkina Faso condamne ce soir une attaque inacceptable. Une église catholique attaquée ce matin au Burkina Faso. Une vingtaine d'hommes armés ont tiré sur les fidèles pendant la messe. Au moins 6 personnes tuées, dont le prêtre. Pas de revendication pour l'instant, mais une attaque 2 jours après la libération de 4 otages dans ce pays. 2 soldats français tués dans l'opération. Le ministre français de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, propose aujourd'hui que leur nom soit donné à des écoles, collèges ou lycées. Les opposants à l'indépendance conservent de peu leur majorité au Congrès de Nouvelle-Calédonie. Ils auraient 2 sièges d'avance après ces élections provinciales. Aujourd'hui, c'est ce que montrent en tout cas les projections faites à partir des chiffres donnés par le Haut Commissariat de la République. Le jeu a repris il y a près de 5 minutes entre Marseille et Lyon. Les Lyonnais mènent toujours 1-0 au Stade Vélodrome. Dernier match de la 36e journée de Ligue 1, décisif pour le haut du classement. En bas, c'est fini pour Guingamp. L'en avant retrouvera la Ligue 2 la saison prochaine. France Info. Quelle est la première cause de mortalité au travail ? Eh bien, les accidents de la route. Demain démarre la 3e édition des Journées de la sécurité routière au travail. Bonsoir Emmanuel Barbe. Bonsoir. Vous êtes le délégué interministériel à la sécurité routière. Quels sont les chiffres des accidents de la route au travail ? Écoutez, en 2018, près de 500 personnes ont perdu la vie dans le cadre du travail. Alors, soit en exécutant une mission professionnelle, soit dans un trajet entre leur domicile et le travail. Et donc, il y a ici un enjeu tout à fait considérable auquel s'ajoute le nombre de jours de travail perdus par les entreprises en raison d'un accident, cette fois corporel, de la circulation, puisqu'on est entre 5 et 6 millions de journées de travail en fonction de l'origine des statistiques. Donc, de toute façon, c'est considérable et c'est un enjeu majeur pour les entreprises. J'ajoute que quand vous êtes des très grandes entreprises, la perte d'un salarié ou son absence, c'est déjà grave. Mais pour les toutes petites entreprises, ça peut être la fin d'une entreprise. Alors Emmanuel Barbe, est-ce que ces accidents dont nous parlons ce soir concernent uniquement les métiers de la route, ceux qui en font leur métier, ou est-ce que nous sommes tous concernés, en tout cas tous ceux qui se rendent en voiture au travail ? Alors évidemment, ça concerne ceux qui roulent énormément, parce que contrairement à ce qu'on croit, plus on roule, plus on expose son risque, donc on n'est pas plus sûr quand on roule beaucoup en fait. Et puis évidemment, il y a encore aujourd'hui énormément de gens qui se rendent au travail en voiture. Et par exemple, en semaine, le pic des morts sur les routes, eh bien, c'est en fin d'après-midi. On sort du travail, on est fatigué, on est stressé. Souvent, il faut aller chercher les enfants à la crèche, etc. Et donc c'est là qu'on observe le plus grand pic d'accidents. Mais ils sont considérés comme des accidents du travail, et à juste titre d'ailleurs, parce que ça couvre bien le cercle d'une journée de travail. Quelles sont les principales causes de ces accidents ? Vous nous avez parlé de la fatigue, mais il n'y a pas que la fatigue. La fatigue est quand même un facteur important. Il y en a un autre, c'est évidemment d'être pressé. Par exemple, je vais les citer parce qu'ils sont exceptionnels. La SNCF, il y a encore quelques années, alors qu'elle fait du transport ferroviaire, le principal cause de mort, c'était les accidents de voiture, parce qu'on se précipitait, par exemple, pour aller réparer une voie ou dépanner un train. Et donc, des entreprises comme celle-là, elles ont d'abord dû lutter contre ça, c'est-à-dire ces fautes-là. La fatigue joue beaucoup quand il y a des délais de livraison et qu'on doit conduire longtemps la nuit. Et donc, vous avez des entreprises qui ont mis en place, par exemple, un droit au roupillon. Ça semble idiot, mais un chauffeur a le droit, même s'il a des délais à respecter, de s'arrêter pour dormir 15 à 20 minutes et se reposer. Il y a des choses formidables qui se font en entreprise. Franchement, elles sont tout à fait exemplaires. Et aujourd'hui, on en a près de 1200 qui sont réunis autour de nous dans des engagements de sécurité routière. Elles représentent presque 3 300 000 salariés. Et
ces journées de la sécurité routière, elles s'inscrivent dans cette dynamique parce que, comme tous les risques, eh bien, il faut répéter. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais cesser de le refaire. S'il n'y a pas d'explication organisée au sein de son entreprise à l'occasion de cette 3e édition des Journées de la sécurité routière au travail, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que c'est typiquement un endroit où le salarié peut s'exprimer dans un cadre syndical, dans un cadre de comité d'entreprise, de CHSCT, parce que, encore une fois, c'est un enjeu fondamental. Une grande entreprise qui s'occupe de réseaux électriques m'expliquait que autant le risque électrique est parfaitement pris en compte, autant le risque routier, alors c'est un risque qui est moins évident et pourtant est très très fort. Donc je pense que tous les salariés finalement peuvent inscrire une action autour de ça parce que c'est de leur peau qu'il en va. Vous savez, je dis souvent qu'une entreprise ne meurt jamais au bord des routes, mais en revanche son salarié, oui. Donc je crois qu'il faut revendiquer ça. Il faut le revendiquer parce que c'est aussi des droits. C'est aussi le droit à des pauses, le droit à ce qu'on ne vous fasse pas faire, par exemple, on vous oblige à téléphoner constamment au volant, qui est vraiment une plaie du transport professionnel. Mais vous avez des entreprises qui ont décrété que non seulement dans leur entreprise on ne téléphone pas, mais on a l'interdiction d'appeler un collaborateur qui est en train de conduire, etc. etc. Vous avez des démarches qui vont très très loin, mais avec zéro accident. Et pour une entreprise et pour ses salariés, c'est évidemment totalement bénéfique. Et il faut en parler à l'occasion de cette 3e édition des Journées de la sécurité routière au travail qui démarre demain. Merci beaucoup Emmanuel Barbe. Je rappelle que vous êtes le délégué interministériel à la sécurité routière. Bonne soirée. On retourne à Marseille pour le match entre l'Olympique de Marseille et Lyon. Lyon qui mène toujours, Dominique Poulain. Et oui, un but inscrit en première période à la 24e minute par Maxwell Cornet. 3e but pour le milieu de terrain lyonnais cette saison en Ligue 1 et sous les couleurs lyonnaises. Et là, on en est à la 55e minute et on va dire que les Marseillais sont revenus avec un tout autre état d'esprit au cours de cette seconde période. C'est vrai que Radonjic, qui a été assez transparent au cours des 45 premières minutes, a laissé sa place à Florian Thauvin, qui avait été placé sur le banc des remplaçants au cours des 45 premières minutes. Et naturellement, l'apport de Thauvin a apporté un plus à cette attaque marseillaise, puisque Marseille a failli à 2 reprises de revenir au tableau d'affichage. C'est tout d'abord sur un centre un peu dévié de Thauvin. C'est Balotelli qui se trouve au 2e poteau, seul au 2e poteau, mais il manque complètement son coup de tête. C'est vrai que le ballon était un peu haut pour l'attaquant marseillais, mais en tout cas le ballon est passé à côté des buts de Anthony Lopez. Et puis Balotelli, une nouvelle fois, qui hérite d'un bon centre. Il est à la lutte avec Marcelo, et Balotelli qui voit son coup de tête repoussé sur sa ligne de but par Dubois, même si le coup de tête de Mario Balotelli avait été un peu dévié par Marcelo. Donc un coup de tête pas assez appuyé pour tromper la vigilance du gardien lyonnais, même de la défense lyonnaise, puisque c'est le défenseur de l'Olympique lyonnais, Dubois, qui est venu sauver sur sa ligne de but. Et puis sur le contre qui a été mené par Depay, Depay s'est retrouvé seul face à Steve Mandanda, et l'arrêt parade du gardien marseillais qui a écarté le danger, qui a repoussé la frappe de l'attaquant lyonnais. Pour l'instant, c'est un match qui s'est à nouveau considérablement équilibré. Les Lyonnais qui font tourner le ballon. Naturellement, cet avantage au tableau d'affichage est tout bénef pour les hommes de Bruno Genesio, parce que les Lyonnais compteraient maintenant 4 points d'avance sur les Stéphanois à 2 journées de la fin. Autant dire que Lyon ferait un grand pas vers la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. En revanche, pour l'Olympique de Marseille, on le disait tout à l'heure, il faut absolument que l'OM batte l'Olympique lyonnais ce soir dans son stade Vélodrome pour conserver un mince espoir de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine, en savoir l'Europa League, puisque les Marseillais sont pour l'instant 6e à 7 points de Saint-Etienne, le 4e, une 4e place qualificative pour l'Europa League. Donc autant dire que Marseille n'a pas d'autre choix que de s'imposer pour conserver ce petit espoir d'être européen la saison prochaine. Mais pour l'instant, c'est attention avec cette frappe de Gustavo à l'entrée de la réparation. Le ballon a été touché. Ce sera un corner à suivre pour l'Olympique de Marseille. 58 minutes de jeu. Lyon est toujours devant, 1-0. Le buteur Cornet à la 24e minute. Dominique Poulain à Marseille. On revient très vite vers vous. Radio France, partenaire de la SNCF.
Du 13 au 18 mai, partout en France, la SNCF dévoile ses coulisses dans plus de 150 sites. Suivez-nous, on vous ouvre les portes de nos trains, de nos gares, de nos chantiers. Inscrivez-vous aux visites gratuites sur viveletrain.sncf. Viveletrain.sncf. France Info, 20h minuit, Noé da Silva. C'est le dernier match de la 36e journée de Ligue 1. C'est un match important que nous suivons ce soir sur France Info entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Lyon qui mène à 1-0. Pour l'instant, Marseille ne sera pas européen la saison prochaine. À 22h20, les infos sur France Info avec Lauriane Delanoë. Le groupe Bayer lance sa propre enquête sur les accusations de fichage pour Monsanto. 200 personnalités françaises classées selon leur position sur les OGM, les pesticides ou encore le glyphosate. Bayer, propriétaire de Monsanto, dit aujourd'hui comprendre les inquiétudes et présente ses excuses. Le secrétaire général de l'ONU réclame des actes pour la protection du climat. Nous voyons partout la démonstration évidente que nous ne sommes pas en bonne voie, a affirmé aujourd'hui Antonio Guterres au premier jour de sa tournée dans le Pacifique Sud. Des hommes armés tirent sur les fidèles en pleine messe. Au moins 6 morts, dont le prêtre, dans l'attaque d'une église ce matin au Burkina Faso. Les assaillants, qui étaient une vingtaine, ont ensuite mis le feu au bâtiment et pris la fuite. Un taureau s'échappe et fonce au milieu des passants et spectateurs. 6 personnes blessées cet après-midi à Vergès dans le Gard pendant une feria. Les gendarmes ont dû tirer et tuer l'animal pour l'arrêter. Une Française au sommet du handball, la gardienne des Bleus, Amandine Leno, a remporté ce soir la Ligue des champions, la Ligue des clubs, avec ses coéquipières de Győr, une équipe hongroise. Victoire face aux Russes de Rostov. Les handballeuses de Metz finissent pour leur part 4e de cette compétition au pied du podium. France Info. On retourne à Marseille avec vous, Dominique Poulain. Vous suivez pour France Info le match entre l'OM et l'OL. Oui, avec la dernière occasion pour les Marseillais avec cette frappe de Luis Gustavo qui a été déviée au dernier moment et le ballon qui est passé au ras du montant gauche du but d'Anthony Lopez, le gardien de l'Olympique lyonnais. Et puis derrière, eh bien, nouvelle occasion pour les Lyonnais avec une frappe de Fekir directement dans les gars de Steve Mandanda. Attention avec la frappe là, eh bien, de Lopez. Une nouvelle fois, eh bien, c'est Anthony Lopez, le gardien de Lyon, eh bien, qui fait parade sur parade, 2 parades successives là pour le gardien de l'Olympique lyonnais qui boxe le ballon des 2 gants et naturellement qui évite l'égalisation marseillaise. Une nouvelle occasion pour l'OM avec cette frappe à entrée de la surface de réparation de Luis Gustavo. Ça passe au-dessus de la barre transversale d'Anthony Lopez, mais Anthony Lopez qui aura été sans doute le grand bonhomme de cette rencontre, le grand bonhomme de l'Olympique lyonnais, puisque à 2 reprises, eh bien, sur une frappe d'Ocampos, eh bien, il boxe le ballon des 2 points et ensuite sur une frappe de Maxime Lopez, eh bien, une nouvelle parade d'Anthony Lopez qui détourne des 2 mains le ballon, la frappe de Lopez. Mais en tout cas, 2 occasions successives pour l'Olympique de Marseille, alors que Lyon là est en train de jouer dans sa moitié de terrain. Et c'est vrai, on le disait tout à l'heure, que depuis la reprise de cette seconde période et surtout depuis la rentrée de Florian Thauvin qui a remplacé Radonjic à la mi-temps, et bien c'est vrai que Marseille se montre plus dangereux. Marseille se crée beaucoup plus d'occasions qu'il ne l'avait fait au cours de la première période. Mais pour l'instant, ça reste insuffisant pour les hommes de Rudy Garcia qui, après 62 minutes de jeu, sont toujours menés 1-0 par l'Olympique lyonnais. Un but inscrit en première période à la 24e minute par Cornet. On revient très vite vers vous à Marseille, Dominique Poulain. France Info. Les bûcherons du Canada sont bien connus, ce qui l'est moins. Sandrine Marcy, ce sont les Tree Planters qui replantent des arbres après le passage de ces bûcherons. Un travail épuisant mené dans des zones inhospitalières. Depuis le XVIIIe siècle, l'exploitation forestière fait la richesse du Canada et les bûcherons figurent au panthéon de ces héros. Mais depuis les années 1970 est apparue une autre sorte de héros, les Tree Planters, chargés du difficile travail de reboisement.
La photographe Rita Lessner a suivi ces aventuriers et dans le magazine Géo, Anne Quentin nous en donne un aperçu. Ils œuvrent essentiellement dans les zones boréales du Canada, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick, dans des forêts sauvages, inhospitalières, souvent très pentues. Ils évoluent dans un mikado géant de souches brisées, de branches d'arbres, donc c'est un environnement très très difficile. Ils ont tous entre 18 et 25 ans, beaucoup sont étudiants et tous hyper entraînés pour suivre le rythme qu'ils s'imposent. Être tree planters demande de brûler entre 5000 et 7000 kilocalories par jour. Pour vous donner un élément de comparaison, un marathonien brûle entre 2300 et 2400 kilocalories en une course. L'approche du lieu de coupe se fait sur des pistes boueuses et très glissantes. C'est assez dangereux déjà comme approche. Il leur arrive d'aller dans le fossé assez régulièrement. Et ensuite, ils peuvent marcher jusqu'à 10 à 20 km avant d'arriver sur la zone de coupe. Une fois sur place, ils plantent essentiellement des épicéas et s'imposent un rythme infernal. Ils ont 30 kg de plantules accrochées aux épaules et à la taille. Et ils évoluent entre 9h et 10h par jour, souvent en courant, pour planter le maximum d'arbres. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont payés seulement quelques centimes la plantule. Les meilleurs plantent entre 1000 et 2000 arbres par jour. Les corps sont soumis à rude épreuve. Et les mois de vie communautaire soudent le groupe. Il y a un état d'esprit d'entraide, de motivation mutuelle. Et puis, il y a ce que racontent beaucoup de tree planters aussi, cette ambiance extraordinaire le soir venu au camp, quand tout le monde à la fois pense ses blessures et commence à improviser des concerts, à chanter, à faire la fête. Une parenthèse dans la vie de chacun pour retrouver les sensations de liberté. Le temps d'une saison, ils se débarrassent des réseaux sociaux, du chaos de la ville et des responsabilités de la vie quotidienne. Ces jeunes, du coup, sont jugés uniquement sur leurs capacités. Et ça leur fait énormément de bien. Un travail de fourmi bien rodé, le résultat d'une politique volontariste du Canada entamée dans les années 1970. Retrouvez ce dossier dans le magazine Géo. 22h26 sur France Info, chronique du ciel avec vous Frédéric Beniada. Vous nous racontez l'histoire incroyable du pont aérien de Berlin et la fin du blocus soviétique dont on fête aujourd'hui les 70 ans. Alors pour revenir à mai 45, l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler vient de capituler face aux forces alliées, américaines, britanniques, françaises et soviétiques. Les vainqueurs vont se partager le pays et la capitale en 4 zones d'occupation et rapidement, la concurrence idéologique est telle qu'occidentaux et soviétiques vont entrer dans une guerre froide qui officiellement va durer jusqu'en 1991. Berlin sera tout au long de cette période un îlot au milieu d'un océan soviétique et symbole de la résistance face à l'URSS. Joseph Staline ambitionnera même de prendre entièrement le contrôle de la ville. Mais les Américains, les Britanniques et les Français vont décider le 21 juin 1948 d'unifier leur zone d'occupation dans un même espace économique avec une monnaie unique, le Deutschmark. Il s'agira d'ailleurs des fondements de ce qui deviendra plus tard la République fédérale d'Allemagne. En réponse, les troupes soviétiques fermeront le 24 juin les accès terrestres et fluviaux à Berlin-Ouest et vont bloquer l'approvisionnement en eau et en électricité. Et c'est là que le blocus soviétique commence. Alors pour sauver l'île berlinoise, tout en tentant d'éviter un conflit frontal avec l'URSS, les anglo-saxons vont mettre en place un pont aérien exceptionnel pour secourir plus de 2 millions d'habitants de Berlin-Ouest. Et le 26 juin au matin, l'opération Victuailles est lancée. Les premiers avions chargés de nourriture et de charbon vont atterrir sur l'aéroport de Tempelhof. Au départ, le pont aérien était totalement improvisé. Il va très rapidement se transformer en une opération logistique parfaitement huilée. Quelques 300 avions vont ravitailler en continu et quotidiennement Berlin-Ouest, soit un vol toutes les 90 secondes. Au final, les soviétiques vont céder et mettre fin au blocus le 12 mai 1949. Le balai aérien occidental va se poursuivre, lui, jusqu'en septembre. Au total, 277 000 vols auront apporté quelques 2 millions de tonnes de produits de première nécessité. Les pilotes auront parcouru 175 millions de kilomètres et 78 d'entre eux y perdront la vie, en majorité des Américains et des Britanniques. Un mot tout de même sur cet aéroport Tempelhof. Alors Tempelhof a été construit en 1923, centre névralgique du pont aérien. Il avait été remodelé par les nazis pour en faire un symbole de leur architecture monumentale. En 2008, l'aéroport qui accueillait des vols commerciaux trop petits, trop enclavés dans la ville, a dû fermer ses pistes.
reconverti en un immense parc. Les habitants de la ville ont d'ailleurs réussi, tellement attachés à Tempelhof, à bloquer en 2014 par référendum d'initiative populaire un vaste projet immobilier sur le site de l'ex-aéroport, interdit de construire sur cette zone. Et depuis, c'est un immense terrain de jeu pour les Berlinois qui viennent se balader le week-end. Un énorme parc urbain, le plus grand même au monde. Merci, Chronique du Ciel, avec vous, Frédéric Beniada. France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt. 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France. Le temps de demain avec vous, Jean-Michel Golinski. Demain, le vent va souffler moins fort en Méditerranée, vers 80 km à l'heure, mais sur le reste du pays, il deviendra sensible de secteur nord-est, par conséquent désagréable et donnant un ressenti de fraîcheur, malgré des températures l'après-midi de 16 à 18 degrés sous abri dans la moitié nord, de 21 à 24 sur les régions méridionales. Notez qu'en ce dernier jour des seins de glace, en fin de nuit, les valeurs seront parfois proches de la gelée blanche en campagne sur les régions de la moitié nord. Demain, le soleil va largement s'imposer sur 90% du territoire dans une ambiance limpide. Seule la Corse verra passer des nuages capables de lâcher des averses. De mardi à jeudi, maintien d'un ciel bien dégagé sur la plus grande partie du pays, mais avec à nouveau un vent de secteur nord-est très sensible. Il est 22h30 sur France Info. France Info. Ouvrez l'info. Et merci d'écouter France Info, le journal Emmanuel Langlois. C'est le journal du dimanche qui nous l'apprenait ce matin. Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission de l'Élysée, ainsi que Vincent Crase et 3 proches d'Emmanuel Macron ont été entendus le mois dernier par la police judiciaire parisienne. L'enquête concerne des accusations de faux témoignages devant la commission d'enquête du Sénat. Aucune charge n'a été retenue contre Stéphane Père. Les premières auditions n'auront pas traîné dans ce volet annexe mais politiquement embarrassant de la tentaculaire affaire Benalla. Le 11 avril, quelques jours seulement après l'annonce de l'ouverture d'une enquête préliminaire, le duo Alexandre Benalla et Vincent Crase est entendu par la brigade de répression de la délinquance aux personnes. Dans les jours qui suivent, c'est au tour de Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, au général Lionel Lavergne en charge de la sécurité de la présidence et Alexis Collère, l'actuel secrétaire général de l'Élysée, de donner leurs explications aux policiers. On ne connaît pas vraiment la teneur de leurs déclarations, mais aucun d'entre eux n'a fait l'objet de poursuites judiciaires. Ce sont les sénateurs qui, au mois de mars, avaient signalé à la justice, comme la loi le leur permet, une série de déclarations contradictoires, voire mensongères, d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase lors de leur passage devant la commission d'enquête du Sénat. Du point de vue des sénateurs, Patrick Stroda, Alexis Collère et Lionel Lavergne ont eux aussi louvoyé avec une partie de la vérité au moment de décrire précisément le rôle et les attributions exactes d'Alexandre Benalla. Stéphane Père, le beau-frère de l'ancien dictateur tunisien Ben Ali, à nouveau remis en liberté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en échange du versement d'une caution de 100 000 €. Belhacem Trabelsi n'est pas autorisé à quitter la France avant l'examen d'une demande d'extradition de la Tunisie. Il est poursuivi en France notamment pour blanchiment en bande organisée. Dans l'Hérault, le conducteur d'une voiturette sans permis a été placé en détention provisoire pour au moins 4 mois. Il a été reconnu responsable d'un accident mortel lundi dernier près de Pézenas. 5 personnes au lieu de 2 autorisées avaient pris place dans sa voiturette lorsqu'elle a terminé sa course dans un fossé. Dans l'accident, une femme de 30 ans avait été tuée. 4 navires de commerce visés par des opérations de sabotage à proximité des Émirats Arabes Unis. L'incident s'est produit à la sortie du détroit d'Ormuz, voie maritime vitale pour le commerce du pétrole. Les Émirats n'ont fourni aucun détail, il n'y a pas de victimes. La mobilisation pour le climat ne faiblit pas. En Belgique, au moins 15 000 personnes ont manifesté cet après-midi dans les rues de Bruxelles. À 2 semaines des élections générales en Belgique, le même jour que les européennes, les manifestants ont été rejoints par d'autres qui réclament, eux, plus de justice sociale. Guingamp y aura cru jusqu'au bout. Après leur match nul à Rennes 1-1 lors de la 36e journée de Ligue 1, les joueurs de Josla Gourvenec sont finalement relégués en Ligue 2 après 6 saisons parmi l'élite. La victoire de Lille qui retrouve la Ligue des Champions face à Bordeaux 1-0. Et puis ce match que l'on suit grâce à vous, Dominique Poulain, voilà, j'avais oublié Marseille contre Lyon et les Marseillais à 10.
Ouais, déjà, c'était déjà compliqué pour l'Olympique de Marseille qui était mené à la pause 1-0 avec ce but de Maxwell Cornet inscrit à la 24e minute. Une équipe marseillaise qui n'avait pas montré grand-chose au cours des 45 premières minutes. Et puis on a vu une équipe olympienne en meilleure jambe au cours de la seconde période. Ils se sont créés plusieurs occasions, notamment par Mario Balotelli, sans pouvoir concrétiser. Donc Marseille était mieux avec la rentrée de Florian Thauvin. Et puis à la 66e minute, c'est Tchelata Sarr qui se fait expulser, carton rouge direct donné par Rudy Buquet. Alors c'est vrai que la faute n'est pas grossière, mais il a retenu quand même Fekir qui filait au but et donc l'arbitre a appliqué le règlement. C'était le des défenseurs, dernier défenseur, donc Tchelata Sarr expulsé, rouge direct, et Marseille qui se retrouve à 10 et Marseille qui est toujours mené 1-0 après 73 minutes de jeu. Merci Dominique Poulet en direct du Vélodrome. Il est 22h34. C'était le journal d'Emmanuel Langlois. France Info. Faut-il interdire certaines zones aux touristes ? La question est posée après l'enlèvement de 2 Français au Bénin. 2 soldats sont morts lors de leur libération.